Alors bonjour tout le monde. Désolé du retard, on a eu des petits problèmes techniques, notamment Anna qui n'arrive pas à se connecter. Donc merci d'être présent aujourd'hui pour ce live en direct de la Bonn Climate Change Conference. On est 4 étudiants à Bonn actuellement. En tout cas, Romain et moi-même sommes à Bonn et Lorraine et Anna et y étaient la semaine dernière. Donc on est sur la deuxième semaine de conférence. Et donc, on a été envoyé à Bonn par AgroParisTech en tant que délégation d'AgroParisTech. On est là pour représenter l'école, pour voir ce qui se passe à ces négociations et et donc vous faire un retour sur comment se passent ces négociations. Alors, cette conférence, Bonn Climate Change Conference, en fait, c'est une conférence qui a lieu entre la COP 26 et la COP 27. Entre chaque COP, en fait, il y a des intercessions, des négociations internationales qui ont lieu le plus souvent à Bonn. Et donc là, on est à cette conférence-là où les différents pays vont négocier, préparer en fait la prochaine COP qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors, bah, peut-être qu'on pourrait, on me voir, permis de venir ici à AgroDurable et ainsi qu'aux alumni d'AgroParisTech et à l'Institut Ceyland qui finance aussi ce projet. L'idée de ce live, c'est qu'on va d'abord on va se présenter tous les quatre et on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait ici, comment ça se passe, ces conférences, ces négociations et ensuite on pourra interagir, on pourrait poser des questions et donc on est là pour répondre. Voilà. Sur cette première slide, vous voyez en fait en arrière-plan là une des salles de négociation qui est une des salles de plénière, une des plus grandes salles du centre de conférence où on voit en fait l'idée c'est que les pays sont répartis comme ça sur les chaises au milieu avec leur micro pour négocier et derrière nous en fait c'est nos places qu'on voit à l'arrière, c'est les places des observateurs et on est là pour assister à ces conférences. Alors pour se présenter un petit peu, je peux laisser la parole à peut-être changer de slide et Anna, si tu as réussi à te connecter, si ça fonctionne. Vous m'entendez? Super. Yes. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Anna, étudiante ingénieure à AgroParisTech. Je suis en césure entre mon master 1 et 2 actuellement. Et j'ai participé à la COP 26 en novembre dernier. Donc j'étais ravie de pouvoir suivre ce processus sur un an et accompagner la nouvelle équipe, la nouvelle délégation aux intercessions de Bonn. Je prends la suite ou tu veux parler de... Peut-être présente ce que tu fais, quel sujet tu suis? Ah pardon. J'ai suivi les sujets adaptation et perte et préjudice ou loss and damage. Et j'ai un petit peu suivi les sujets agriculture. Et je t'en prie, Lorraine. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Lorraine. Je reviens également de Bonn, donc où j'étais la semaine dernière avec Anna. Donc moi, je suis étudiante en troisième année AgroParisTech et je suis en double diplôme avec Sciences Po Paris en politique publique, en santé, donc pas directement connectée aux négociations climatiques, mais quand même connectée un peu. Et donc moi, j'ai suivi les sujets finance, donc pas la finance en tant que telle, mais enfin si la finance en tant que telle, mais plus comme sujet transverse. Enfin, on reviendra sur ça après. Mais c'est vrai que même si parfois c'est un peu rébarbatif, c'est quand même la clé de voûte de tous les sujets, que ce soit adaptation ou autre, ou bilan global. Il y a toujours une question de finance quelque part. Donc bon, je pouvais pas non plus tout suivre parce que je pouvais pas me dédoubler, mais j'ai essayé de suivre voilà l'aspect finance de différents sujets. Et donc je partirai à la COP 27 en Égypte du coup pour continuer à travailler sur ces sujets finance. Martin, je te laisse prendre la suite. Moi je suis Super. doctorant, oui. Moi je suis doctorant en deuxième année au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, donc qui fait partie de l'université Paris-Saclay. Et donc je fais une thèse sur les forêts et sur
l'estimation de paramètres forestiers avec des données satellites. Et j'ai fait avant un master à AgroParisTech en lien avec le changement climatique et l'usage des sols. Et donc j'avais postulé pour faire partie de cette délégation pour avoir une idée de comment se passent ces négociations internationales, parce que j'avais envie aussi de comprendre comment on arrivait à résoudre ces problèmes au niveau au plus haut niveau, disons, mondial, pour essayer de comprendre comment les pays essayaient de résoudre ce problème de changement climatique. Et donc moi, j'essaie de m'intéresser aux sujets liés à la forêt, aux océans. C'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de négociations sur ces thèmes en particulier, donc je suis aussi d'autres sujets, notamment j'ai participé hier à une négociation j'ai assisté à une négociation sur les émissions liées à l'aviation, les émissions liées à l'aviation, les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation. Donc je suis avec Romain, qui est ici. Alors, Romain, je crois qu'on t'entend plus du tout là. Romain, on t'entend plus. Peut-être qu'en attendant que Romain règle son problème de son. Ouais, Vous m'entendez c'est là? mieux? Ouais. Ok, nickel, désolé. Donc bonjour, je m'appelle Romain, je suis étudiant ingénieur en 10e année et je suis apprenti chez L'Oréal en RSE. Je suis là pour cette semaine avec Martin. J'ai pu suivre la fin des discussions sur le bilan mondial ou Global Stocktake, malheureusement qui avait été assez entamé, elles ont été finies aujourd'hui. J'ai pu suivre aussi d'autres sujets sur les thématiques de gender and climate notamment. Voilà, donc ça c'est la délégation AgroParisTech pour les intersessions. Et donc quand on ira en Égypte en novembre, on va recruter d'autres personnes probablement, et donc on sera peut-être une plus grosse délégation. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait défini. On voulait vous présenter, avant de peut-être d'échanger, on voulait vous présenter un peu le cadre de comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ces intersessions, et un petit peu ici à Bonn, comment fonctionnent ces négociations, qu'est-ce que c'est, etc. Donc disons que la base de la base, c'est qu'en 1992, tous les pays du monde sont réunis au sommet de la Terre à Rio et ont signé une convention qui s'appelle la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est entrée en vigueur en 1994 et qui est en fait une convention qui dit que il y a 198 pays signataires qui vont se réunir chaque année pour parler du changement climatique. Donc c'est la première fois qu'on reconnaît le changement climatique en tant que tel dans un accord international de cette ampleur. Et donc ça va donner les COP, qui sont donc les Conference of Parties, donc le moment où les parties signataires de cet accord vont se réunir. Et donc là, on en est à la 27e COP. Voilà. Et chaque année, il y a une COP. Et donc, 3 ans après l'entrée en vigueur de cet accord, à la COP numéro 3, Kyoto a été ajouté à cette convention, et c'est un protocole qui vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre entre les pays. Et donc, les pays se réunissent chaque année, en fait, à chaque COP, pour parler aussi de ce protocole de Kyoto. L'acronyme CMP fait référence en fait à tout ce qui est discussion en lien avec ce protocole. Et en 2015, peut-être la COP la plus connue et ce dont la plupart des gens ont entendu parler, donc la COP 21, qui était non pas en 2021 ou quoi que ce soit, c'est juste la 21e COP. Et c'était donc à Paris, et c'est le moment où on a signé l'accord de Paris, qui est le premier traité juridiquement contraignant. C'est pour ça qu'on peut attaquer l'État en justice, parce qu'il n'a pas suivi l'accord de Paris. C'est la première fois qu'on a fait un accord où les États se sont engagés, et ils se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre
en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'acronyme CMA fait référence à cet accord. Et en fait, à chaque COP et à chaque intercession, à chaque fois, les pays se réunissent soit en lien avec la COP, soit en lien avec le CMP, soit le CMA. Donc c'est vraiment les trois principaux jalons qui ont marqué ces négociations internationales en lien avec le changement climatique. Alors après, on va vous présenter, je ne sais pas si on peut passer à Anna, si vous... Du coup, c'est sans vouloir trop répéter ce qu'a dit Martin, c'est vraiment plus pour clarifier parce que c'est un système qui est quand même assez complexe. Mais donc, sous la Convention cadre des Nations Unies, qui est entrée en fonction en 1994, on a plusieurs organes et plusieurs corps. Et donc, les différents corps, ça va être le protocole de Kyoto, qui a été mis en place, conclu en 1997, mais en fait, il a été ratifié et entré en vigueur qu'en 2005, parce que pour rentrer en vigueur, il fallait que 55 pays représentant au minimum 55% des émissions mondiales le ratifient. Donc ensuite, c'est un protocole qui est cyclique et donc qui devait être redécidé à la COP 15 à Copenhague, où on devait signer un nouvel accord. Sauf que cette COP a été un échec et donc en fait, on a pu en signer un vrai accord que seulement à la COP 21. Et donc c'est le fameux accord de Paris qui constitue le deuxième corps de cette Convention cadre des Nations Unies. Et donc, c'est sous cet accord-là ensuite que les décisions vont se prendre aux différentes COP, donc sous la CMA ou sous la CMP. Donc là, en ce moment, on réfléchit de plus en plus, ils réfléchissent de plus en plus à fermer la CMP, mais on réfléchit encore énormément sous l'accord de Paris. Et donc, ensuite, il y a les différents organes, donc les organes de gouvernance suprême, qui sont donc la COP, sur la Convention, la CMP avec le protocole de Kyoto et la CMA avec l'accord de Paris. Et ensuite, il y a les organes subsidiaires qui sont le SBSTA et le SBY. Et en fait, donc, le SBSTA, c'est le Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, qui va travailler sur les sujets d'adaptation, de transfert de technologie, de capacity building, qui vont aussi faire les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, le Subsidiary Body for Implementation avec le SBY, qui lui est l'organe de mise en œuvre où on a vraiment des sujets techniques de transparence, d'atténuation. Des fois, on va aussi avoir des sujets communs avec le SBSTA, où donc on va négocier sous les deux organes subsidiaires. Et donc, ces organes-là se réunissent 2 fois par an, en juin et à la COP. Et donc, la COP actuellement où on est, c'est la COP, le SB 56, mais la COP 26, c'était le SB 55. Donc, en fait, c'est vraiment chaque organe subsidiaire se réunit 2 fois par an, mais ils ont un rôle beaucoup plus important pendant les intercessions. On peut passer à la slide suivante qui sera sûrement un peu plus claire. Donc, en fait, les organes subsidiaires qui sont SBSTA et SBY sont techniques et ils vont soumettre des rapports décisionnels avec des accords qui ont été réfléchis là pendant ces intercessions à la CMA, CMP et à la COP. Et donc, ensuite, ces organes de gouvernance, qui sont les organes suprêmes, vont décider de mettre en place ou non ces accords lors de la COP. Donc, COP 26 ou COP 27 qui aura lieu en novembre prochain. Donc, les COP, c'est vraiment les organes de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies. Et leur but premier, c'est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau empêchant les perturbations anthropiques sur le changement climatique. Donc voilà, globalement, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis un petit moment maintenant, et c'est comme ça que ça évolue au fur et à mesure des COP, donc qui se réunissent 2 fois par an. Bon, je prends la suite. Pour parler des sujets abordés, donc ça fait écho avec ce qu'on vous disait tout à l'heure quand on avait choisi de suivre certains sujets en particulier. Donc, par exemple, bilan mondial ou finance, même si finance c'est un sujet assez transverse, ou perte et préjudice. Bon, ça fait un peu bizarre de les voir en français parce que évidemment tout est en anglais.
Bon voilà, donc il y a de nombreux sujets qui sont abordés. On peut évidemment pas tous les suivre à quatre, et donc plutôt que d'essayer de tout suivre en surface, on nous a conseillé, et par rapport à la délégation de la précédente COP qui avait essayé de faire ça et en fait qui s'est dit que c'était pas la meilleure idée, voilà, on nous a conseillé de sélectionner certains sujets qui étaient plus d'actualité et plus en lien aussi avec nos études. Donc par exemple les sujets agriculture ou les sujets adaptation, enfin voilà, qui font plus sens avec ce qu'on fait, ce qui nous intéresse, ce qu'on veut retransmettre ensuite derrière à la communauté AgroParisTech, que ce soit les élèves ou les alumni. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Moi, je vais vous parler un peu du quotidien aussi. Donc, on vous a mis quelques photos. Donc, là, on était donc le centre des Nations Unies à Bonn, donc en Allemagne. C'est grand. Moi, j'ai trouvé ça énorme, mais apparemment à la COP, ce sera encore plus grand. C'est super moderne, c'est super beau. Donc, vous pouvez voir sur la photo de droite et peut-être que voilà, vous pouvez le voir en direct. Donc, il y a énormément d'espaces de vie. Il y a un peu tous les styles. Là, on a un super beau plafond coloré. On a des endroits qui sont très modernes. Bon, voilà, c'est super sympa de s'y promener. Le fait d'être aux intersessions, il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de, il y a peu de ministres, en particulier des pays occidentaux. Il y a pas de chef d'État. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de diplomates, mais il y a aussi pas mal de scientifiques. Enfin, c'est plutôt des sujets techniques qui sont abordés. Et bon, bah, c'est tout aussi intéressant et ça avance plus vite. En tout cas, il paraît que ça avance plus vite. Voilà, donc nous, on avait un badge d'observateur. Donc vous avez la chance de voir mon petit badge en bas de la slide. Euh, donc, ce badge d'observateur nous permettait de rentrer à peu près partout, euh, oui, pour assister aux négociations, aux side events. Donc, qui était présent donc enfin, aux intercessions. Donc, il y a la société civile qui va être représentée, des ONG. Donc, on a tous les négociateurs de chaque pays, les observateurs. Donc, par exemple, nous, on va avoir des groupes de pression. Donc nous, on était rattachés au RINGO, donc Research on Independent NGOs, en tant que délégation AgroParisTech. Et c'est vrai que c'est assez stimulant parce que c'est un contexte international. Donc nous, on a été tout de suite mis en relation avec les autres jeunes Français, mais on a aussi rencontré via le groupe Youngo bah, des jeunes de tous les pays qui sont engagés pour ces questions enfin de ces questions de climatiques et de développement durable. Donc c'est super parce que nous, on se trouvait engagés à l'échelle de l'école et on trouve en fait, on rencontre des gens qui sont tellement plus engagés. Donc voilà, là on vous a mis un petit, enfin un exemple enfin de forum qui pouvait être organisé par les jeunes. Donc, ce qu'il y a d'organisé, sinon, pendant ces intercessions, il y a un peu enfin, il va y avoir les négociations qui durent de 1 heure à 3 heures et qui vont être dans les plus grandes salles. Donc, par exemple, le Chamber Hall. Le Chamber Hall, c'est la salle dont Martin vous a parlé tout au début et que vous voyez derrière moi. Donc, c'est la plus grosse. Ou la salle New York. Donc, c'est les grosses salles de plénière. Donc, chaque pays est représenté avec un petit flag, une petite étiquette. Euh, et donc pour parler, pour demander la parole, ils retournent leur étiquette. Bon, voilà, ça indique qu'ils veulent parler. Donc chaque pays peut prendre la parole. Nous, en tant qu'observateurs, on va essayer de se faire oublier. Donc on va se mettre bah, sur les côtés et il y a un peu des règles implicites. Par exemple, il faut jamais se mettre directement derrière un négociateur parce que ce sont des places qui sont officieusement réservées pour les gens qui peuvent les conseiller. Par exemple, moi, à un moment, je me suis retrouvée derrière les négociateurs États-Unis. Alors, je suis arrivée en premier, c'est eux qui se sont mis devant moi, et j'étais en panique parce que les États-Unis, bon bah, c'était à peu près probable qu'ils allaient avoir une équipe derrière eux, et donc je me suis dit, ok, j'ai 3 minutes pour bouger avant qu'ils me dégagent, parce que voilà, on faut pas qu'on reste là, même si officiellement on a le droit. Mais voilà, faut pas se mettre derrière, quoi. Donc voilà, c'est des petites règles qu'on apprend au fur et à mesure. Certains groupes où la société civile peuvent être représentés.
par des étiquettes également. Il y a même des observateurs qui peuvent demander à avoir une étiquette observateur et donc s'installer devant une table avec un micro et demander la parole. Évidemment, c'est pas n'importe qui. Nous, en tout cas, on n'a pas pris l'étiquette observateur pour prendre la parole et dire aux États-Unis qu'on n'était pas d'accord avec eux. C'est ouais, qui sont bien préparés à l'avance. Juste Lorraine, je crois qu'on a eu un petit problème de son. Ok, mais je vous laisse prendre la suite. Donc, du coup, Lorraine a présenté un peu tous les sujets qui peuvent être traités au sein des COP. Et donc, nous, on a voulu se focus sur des sujets un peu particuliers parce que sinon, on s'y perd et c'est vraiment trop. Déjà, quand on arrive, souvent, on comprend un peu rien. Mais l'avantage des intersessions, c'est que c'est le début des négociations. Donc, c'est un peu plus simple de se rattacher à un sujet et de le comprendre. Et donc, pour le sujet de l'adaptation, il a été traité dans l'article 7 de l'accord de Paris, donc de la COP 21 en 2015. Et c'est un sujet qui est assez transversal et qui est traité à travers de nombreux programmes et plans qui vont être mis en place au niveau national par les différents pays. Et la coopération internationale doit permettre à la base d'aider les pays en développement notamment, ou les pays les plus vulnérables, à s'adapter, donc avec un appui technique et un appui financier. Ces plans, ils sont aussi soutenus par le Fonds vert pour le climat, dont on pourra parler dans la partie finance, ou dont on pourra parler dans les questions. Mais donc, globalement, en ce moment, on travaille, et en tout cas, moi, ce que j'ai pu suivre, c'est l'objectif global d'adaptation qui a été mis en place à la COP26 à Glasgow, et c'est un travail qui va se faire sur 2 ans. Donc, où l'objectif est vraiment de clarifier des points, en fait, de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est notre objectif, comment on veut s'adapter, comment on s'entraide pour s'adapter au changement climatique. Donc moi, je vais vous dire quelques mots sur le Global Stock Take, donc le bilan mondial. Ce bilan mondial, il est établi dans le cadre des accords de Paris. Donc dans le cadre des accords de Paris, on a déjà des contributions déterminées au niveau national qui montrent les avancées au niveau national. Le bilan mondial, ça va être de montrer les avancées au niveau international, et ce tous les 5 ans. Et sur 3 points, l'atténuation du changement climatique, l'adaptation aux effets du changement climatique, et de soutien dans ce cadre. D'autant plus Romain. Je passe donc chez Martin. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, ça marche, vous m'entendez. Super. Faut que tu coupes ton son. Et Non, c'est bon. Oui, et donc la première étape, ça va être d'un point de vue technique, les informations que les pays vont vouloir récolter et comment on va les récolter. Surtout qu'évidemment, il y a des grandes disparités d'un pays à l'autre sur les données qui sont disponibles. Ensuite, il y a le sujet des pertes et préjudices qui était vraiment... Pardon, t'avais fini. Qui était vraiment un sujet passionnant à suivre, mais aussi un sujet très conflictuel, on va dire, entre pays développés et pays en développement. Donc, pertes et préjudices, c'est tous les dommages qui peuvent arriver aux pays les plus vulnérables dus au changement climatique actuellement. Et c'est un sujet qui a été établi à la COP19, mais qui est encore très très peu traité et pas du tout assez mis en avant selon de nombreuses parties et notamment selon la société civile, également selon la société civile. Et donc, il y a un mécanisme de financement qui avait été décidé de donner, où les pays développés devaient donner 100 milliards de dollars par an aux pays en développement
et cet objectif devait être atteint en 2020 et il n'a toujours pas été atteint. Donc, à la suite de négociations lors de la COP26 à Glasgow, a été mis en place le dialogue de Glasgow pour justement traiter de ce sujet des pertes et préjudices et essayer de savoir pourquoi on n'arrive pas à atteindre cet objectif et trouver un moyen de se mettre d'accord pour pouvoir aider les pays vulnérables qui sont actuellement maintenant enclins à tous ces pertes et préjudices engendrés par le changement climatique. Donc c'est un sujet qui traite beaucoup de finances, mais qui est aussi très touchant à entendre parce que en fait, à chaque fois, on a des témoignages super poignants des pays vulnérables qui sont directement touchés par le changement climatique maintenant. Et c'est aussi un sujet du coup qui a été à l'origine de beaucoup de manifestations au sein de Bonn, au sein du centre de conférence à Bonn, où la société civile demandait à intégrer ce sujet directement à l'agenda de la COP27 et aussi à financer davantage les pays vulnérables pour qu'ils se préparent, pour compenser ces pertes et préjudices qu'ils peuvent subir. C'était vraiment intéressant. Donc parmi les autres sujets, comme je vous disais plus tôt, vous m'entendez mieux d'ailleurs là? Super. Comme je vous disais plus tôt, on avait donc tout ce qui était sujet finance Ouais. qui pouvait être traité. Pardon? Ton son grésille. Je sais pas comment. C'est peut-être lié à ton micro. Il y a un C'est problème peut-être mon micro. Bon, c'est un petit peu de toute compliqué. façon, ce sera rapide. Je te laisse parler d'agriculture, Anna. Est-ce que tu peux enlever tes écouteurs ou pas? C'est pas pour avoir le son. Vas-y. Je sais pas si c'est bien. C'est pas grave, Anna parle d'agriculture. On t'entendait bien. Non, mais fini sur la finance, c'est Ok. Bon, bref, tout ça pour dire que les sujets finance, ils peuvent être abordés aussi bien en négociation, mais globalement, c'est un peu toujours la même chose. C'est les pays en développement qui demandent aux pays riches de donner plus d'argent dans les différents instruments qui sont mis en place. Et les pays riches qui disent oui, oui, on va le faire, mais plus tard. Voilà, je viens de vous résumer toutes les négociations de la semaine, en tout cas en ce qui concerne la finance. Et c'était aussi traité dans les side events. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure parce que problème de son. Mais les side events sont plus sous la forme c'est des petites conférences de 1 heure et demie en général. Voilà, en général, on va traiter des sujets très techniques, par exemple le Fonds pour l'adaptation ou le Green Climate Fund. Enfin, voilà, des sujets très finance, très techniques. C'est un peu toujours les mêmes têtes qui reviennent. C'est assez drôle parce qu'au bout d'une semaine, du coup, on commence à les connaître. Et les connaître. Moi, je n'osais pas les leur parler, mais moi, je les connaissais. Je ne pense pas qu'eux me connaissaient. Mais voilà, c'est plus dans les side events qu'on apprend des choses, mais en même temps, tout se joue pendant les négociations. Donc, le tout, c'est bien un peu est-ce que on préfère le juste milieu entre ces deux types d'événements. Et ensuite, le sujet que vous attendez tous ou pas, mais c'est l'agriculture. Et c'est le seul sujet sectoriel qui est traité dans les négociations climatiques. Donc, c'est le seul secteur où on a considéré qu'il était suffisamment important, suffisamment touché par le changement climatique et qui pouvait aussi impacter ce changement climatique. Donc, on a décidé d'en faire un sujet à part. Et on le traite, donc ça se fait en 2017 à la COP19. Et on le traite à travers l'ouvrage conjoint sur l'agriculture de Coronivia, qui est une décision qui reconnaît donc le potentiel unique de ce secteur dans la lutte contre le changement climatique. Il aborde 6 sujets qui sont interdépendants, donc les sols, l'utilisation des nutriments, l'eau, le bétail, les méthodes d'évaluation de l'adaptation et les dimensions socio-économiques et de sécurité alimentaire du changement climatique. Donc tout ça lié au secteur agricole. Donc ce travail conjoint va compléter les contributions nationales déterminées. Donc on a pu voir à travers le bilan global. Également les plans d'adaptation nationaux qui vont se référer au thème adaptation, ou encore en tout cas les cadres et plans de l'accord de Paris, tout en permettant de réaliser les objectifs de développement durable. Et c'est
un sujet donc, qui a été traité là pendant les intersessions que j'ai essayé de suivre, mais c'était assez délicat pour moi de comprendre parce que pour l'instant, c'était les pays qui étaient plus en train de rapporter leurs avis, leurs plans sur le sujet. Mais donc, j'arrivais vraiment au milieu des négociations et donc, je n'ai pas pu beaucoup apprendre de ces échanges-là. Mais en tout cas, le plan de Coronibia et le fait de mettre l'agriculture comme un sujet à part entière à la COP, ça a été une grosse avancée. Et donc, ça permet notamment en ce moment à l'Europe de pousser à travers ce plan-là le sujet de l'agroécologie, qui peut être très impactant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci. Donc, sur une note un peu plus légère, donc, comme Anna vous l'a dit, il y a déjà des étudiants de l'agro qui sont partis l'année dernière à la COP26. On est aujourd'hui aux intersessions et on va partir à la COP. On espère que d'autres étudiants après nous pourront continuer à aller aux négociations climatiques. Si vous voulez suivre le quotidien, les aussi parfois des choses d'un point de vue un peu plus, un peu moins sur les sujets et plus sur comment se déroulent les interactions entre les différents acteurs présents. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur les agros à la COP. Donc, c'est là que vous aurez le plus d'informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn et on fait notamment une newsletter par jour en partenariat avec d'autres jeunes français qui sont présents. Et donc, vous aurez les actualités de ce qui s'est discuté dans ces newsletters. La slide après, s'il te plaît, Lorraine. Merci. Donc, c'était tout pour cette présentation. On a essayé de pas non plus rentrer dans le détail on aimerait avoir avec vous un temps d'échange. Soit si vous avez des questions sur des sujets en particulier ou sur les façons dont se déroulent les négociations. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Nous, on se fera un plaisir d'y répondre, qu'on soit déjà rentré à Paris ou depuis Bonn. Et il n'y a pas de questions bêtes, hein. Ça peut être des questions très logistiques sur comment on mange le midi ou alors des questions très poussées. Voilà, on peut vous parler des sujets plus polémiques, il y en a eu beaucoup. On peut vous raconter des anecdotes. Voilà, n'hésitez pas. On en a beaucoup des anecdotes aussi. Alors, j'ai peut-être une question en régie. On a assisté un peu au torpillage en début du mois du plan carbone par certains lobbies. Est-ce que c'est des sujets qui ont été discutés pendant les intersessions? Pour ma part, c'est pas un sujet que j'ai entendu. Je pense que c'était européen. Du coup, c'est pas tellement ressorti dans les négociations internationales. En tout cas, pas de ce que j'ai entendu. Et c'était pas non plus des discussions de couloir que j'ai pu entendre. Pour ma part non plus. Désolée, du coup, on n'a pas beaucoup de réponses. Donc là, il y a une question de Morgane. Ouais, non, vous avez beaucoup préparé entre vous, préparer la venue à la COP, j'imagine, enfin la venue aux intersessions. La réponse est un peu. C'est-à-dire qu'on a assisté à des formations pour pouvoir se repérer en fait dans la
la complexité de la façon dont ça fonctionne. Et donc, il y a des formations, notamment organisées par le RESES, qui est un réseau étudiant qui a pour but de former en fait d'autres étudiants à la compréhension de ces négociations internationales. Et ensuite, Anna, quand même, qui était à la COP26 et qui est présente ici, nous a bien briefé et a été une guide pour nous, un petit peu. Voilà. Et comment vous sentez-vous de si grandes distances? Instance, c'est grande de si instance. grandes instances. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Moi, je trouve ça assez impressionnant parce que vu la complexité des sujets et la façon dont ils sont traités, on se doute bien que les gens qui sont en train de négocier dans les délégations, c'est des experts et parfois ça va très vite et c'est bien que ça soit ouvert aux membres observateurs. Et quand on va en salle de négociation, il y a quand même un très grand nombre de personnes qui sont en train d'assister aux négociations, qui ne sont pas des membres de délégation. Et il y a notamment un grand nombre de jeunes donc, qui font partie de Youngo qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc finalement, c'est un peu impressionnant au début. On se sent un peu privilégié quand même, je trouve, parce que comme le disait Lorraine, il y a très peu de choses auxquelles on ne peut pas assister, et les choses auxquelles on ne peut pas assister, c'est souvent des informels, enfin des négociations qui sont très informelles et qui n'étaient pas prévues. Mais là, il n'y a quasiment rien qui était fermé aux observateurs à part ça. On peut vraiment tout suivre. Et donc, ce qui est important, je ne sais pas si Anna et Lorraine, vous avez d'autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on est physiquement avec les négociateurs et les négociatrices, en fait, on peut leur parler. Et ça nous est arrivé. Moi, j'ai parlé à un négociateur de Dubaï qui pensait que j'étais perdu et on a commencé à parler de mon sujet de thèse. Et enfin, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, on est très proche. On peut parler très facilement avec des gens qui, en fait, prennent des décisions qui vont peut-être changer un peu la face du monde. Enfin, on l'espère. Enfin, peut-être pas pour Dubaï. Moi, si je peux rajouter quelque chose d'y être en tant qu'étudiant et en tant que jeune, on se sent en effet donc énormément privilégié, mais c'est surtout que comme on disait plus tôt, grâce à Youngo, en fait, les jeunes entre nous, on se regroupe assez facilement. Enfin, nous, dès le premier jour, on a été regroupés avec tous les Français. Et après, il nous a fallu quelques jours pour rejoindre les jeunes de tous les pays. Mais en fait, les événements Youngo, que ce soit des événements officiels ou que ce soit des sortes de manifestations pacifiques qui ont lieu dans les couloirs, comme on vous avait... il y avait une photo un peu plus haut dans la présentation. Ça permet en fait de rencontrer plein d'autres gens et d'échanger et en fait de se retrouver au milieu de jeunes engagés. C'est super fort et en fait souvent quand on sort des événements Youngo, c'est des événements qui sont hyper dynamiques et qui donnent du punch parce qu'on se dit ouais mais la jeunesse on est engagé, on a des idées, on peut se faire entendre et du coup on se dit ouais on va réussir à faire quelque chose c'est sûr. Et après, on va à une négociation et là, voilà, tout de suite, le punch et le dynamisme et l'optimisme redescendent un peu, mais au moins, il y a ces événements Youngo où, déjà que rien que nous, personnellement, d'être mélangés comme ça dans ce contexte international, c'est incroyable. Et puis, ça donne un peu d'optimisme pour la suite, on va dire. Est-ce que, Anna, tu veux rajouter quelque chose ou on prend une autre question? On peut prendre une autre question. Ok, merci Gauthier pour ta question. En effet, c'est un sujet un peu polémique. Je pense que Anna, tu pourras prendre ma suite parce que tu avais assisté, non, il me semble. Est-ce que tu avais assisté? Non, je ne sais plus si tu avais assisté quand justement ils avaient parlé de la COP27. Disons que organiser la COP27 à Sharm el-Sheikh, c'est un peu comme si on disait en France, nous on va organiser la COP28, mais on va pas l'organiser à Paris, on va l'organiser à Saint-Tropez.
C'est un peu la même idée, quoi. C'est-à-dire que Sharm el-Sheikh, c'est une station balnéaire avec beaucoup d'hôtels luxueux. D'ailleurs, essayez, hein, tapez Sharm el-Sheikh sur Google et vous verrez que la première chose que vous verrez, ce seront des magnifiques hôtels avec des piscines. Donc, donc l'idée de base de faire la COP dans un pays du Sud, c'est super. Mais disons que c'est un peu compliqué pour des pays en développement qui n'ont pas forcément les moyens, qui doivent déjà payer le transport, l'avion et autres, de ensuite se payer des hôtels de luxe. Donc voilà, déjà il y a ça. Et ensuite, nous, forcément, entre nous, ça nous pose la question de comment on va y aller. Enfin, moi je sais, mais ça c'est très personnel, que j'ai pas envie d'y aller en avion. Sauf que le problème, c'est que aller en Égypte en bateau, si quelqu'un ici a la solution, je suis très très preneuse. Et en parlant justement aux intercessions, j'ai vu que j'étais pas du tout la seule à me poser la question. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on va essayer de se mobiliser justement avec d'autres jeunes de Yungo et d'autres Français. On va essayer de trouver une solution, mais pour le moment, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est d'y aller en voilier. Donc, traverser la Méditerranée en voilier en octobre, on va dire qu'il y a plus sécuritaire. Mais voilà, donc disons que ça soulève quelques sujets. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Anna ou les garçons? Ouais, simplement que aux intercessions, il y a un écho. Peut-être enlève ton micro, Lorraine. Ouais. Aux intercessions, il y avait un stand COP27 avec donc la présidence égyptienne qui présentait un petit peu la COP. Et il y a eu notamment des événements où ils voulaient parler de l'organisation de cette COP-là. Et en fait, effectivement, ils ne se cachent pas du tout de l'aspect développement du tourisme qu'ils recherchent derrière cette organisation-là, quoi. Donc, il y a beaucoup d'ONG qui ont pris la parole pendant la plénière où ils parlaient de cette organisation-là en expliquant que elles étaient contre ça. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est tard, en fait, pour s'organiser. C'est tard pour boycotter cette COP. Il faut quand même que les sujets avancent. Mais moi, un vrai sujet que je me pose, c'est en fait, il faudrait qu'on anticipe dès maintenant la COP qui doit se passer en Arabie Saoudite en 2020, en 2023, oui, donc la COP 28, où en fait le sujet va être le même, voire pire, parce que c'est la même configuration, quoi. Mais donc là, moi, je trouve ça vraiment regrettable de réagir seulement maintenant, en fait, au scandale qu'il y a autour de cette COP, quoi. Mais bon, parce que en fait, c'est des prix faramineux, c'est inaccessible pour plein de pays du Sud, ça va être super compliqué d'y aller. Donc voilà, j'ai espoir qu'on apprenne un peu de nos erreurs et qu'on anticipe plus sur la COP 28. Et si je peux rajouter pour les discussions de couloir, donc il y a un moment justement devant ce stand de la COP, il y avait le président de la COP qui était tout seul. Et donc il y a des jeunes d'une autre association française qui ont profité de l'occasion et qui sont allés le voir et qui voulaient poser une question un peu polémique justement pour savoir pourquoi ils avaient choisi Sharm el-Sheikh, pourquoi pas le Caire, enfin essayer de lui faire dire un peu ce qu'on sait tous, quoi. Enfin que c'est pour, enfin ils le disent hein, aussi qu'ils ont choisi ça pour relancer leur économie, ça c'est officiel. Mais ils voulaient voir si voilà face à deux jeunes, il assumerait de répondre la même chose. Et donc quand ils ont essayé de poser la question de manière directe, il a répondu tout de suite que il pouvait pas répondre à la question. Et du coup, ils ont essayé un angle d'attaque indirect. Ils lui ont dit ah d'accord, bon bah dommage. Bon, comment vous décririez Sharm el-Sheikh parce que nous, on sait pas du tout comment c'est. Ils ont fait un peu les naïfs quoi. Et, tout de suite, il a répondu que ah, vous allez voir, ça va être super, les plages sont incroyables, il y a des soirées super organisées, la nightlife est incroyable. Enfin voilà, donc la déconnexion, parce que enfin nous on va pas à Sharm el-Sheikh pour les plages et la nightlife, quoi. Enfin on y va pour la COP 27 et ça aurait été bien que ce soit sa première réponse. Donc voilà, ça c'était pour on va dire le behind the scene. Sur Instagram dans les prochains jours, mais en fait, ce stand justement de la COP27, là où il présente un petit peu comment c'est Sharm el-Sheikh, il y a une vidéo qui tourne en boucle, qui ressemble beaucoup plus à une vidéo de choses comme ça à Sharm el-Sheikh, beaucoup plus que aller résoudre les problèmes liés au réchauffement climatique dans le monde. Et donc, c'est assez, on a trouvé ça assez choquant en fait, qui mettent, je ne sais pas si vous les avez vus, vous, la semaine dernière, ces vidéos.
Lorraine et Anna, mais on a trouvé ça assez choquant. Ouais, d'accord. Tout à fait d'accord. Et tout à l'heure, il y avait une qui, en revenant sur justement les remarques qui avaient été soulevées, avait assuré qu'elle ferait tout son possible pour que tout le monde puisse être intégré, puisque, comme l'a dit Lorraine, il y a un problème d'accessibilité en termes de coûts pour les pays en voie de développement. Notre connexion bug pas mal, Romain et Martin. Peut-être qu'on peut... Peut-être passer à la question de Justine. Ouais. C'est bon là? Question. Ça marche? Ouais, ça marche. Si tu veux finir, Romain. Je sais pas où j'en étais, mais sinon j'avais fini sur des belles promesses de la présidence égyptienne sur l'organisation de la COP27. Du coup, je peux répondre à cette question, Justine. En fait, on a rencontré un membre de la délégation française qui travaille sur les sujets agricoles et qui nous a dit que c'était une bataille pour intégrer le sujet agriculture, parce qu'en fait, il y a déjà tellement de sujets à l'agenda que les partis ne sont pas du tout pour en intégrer de nouveaux. Donc, je pense que l'aspect très transversal et l'opportunité que présente l'agriculture pour lutter contre le changement climatique a fait qu'on a pu l'intégrer à l'agenda. Mais je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas du tout entendu parler de ça, qu'un autre secteur puisse à l'avenir être traité à part entière. Après, en tout cas, je pense que ce n'est pas d'actualité actuellement, enfin, en ce moment. Peut-être dans la continuité, il y avait la question de la question. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, c'est plus, disons, un contour de réponse. Mais déjà, en termes de logistique, au début de chaque négociation, le co-chair demande à tous les négociateurs s'ils sont OK s'ils acceptent qu'il y ait des observateurs. Et donc, ils ont tout à fait le droit de refuser. Et dans ce cas, tous les observateurs doivent quitter la salle. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Nous, en tout cas, ça ne nous est pas arrivé. Donc déjà, ça c'est un peu la première interaction entre négociateurs et observateurs. Et sinon, après, je pense que chacun aura son opinion dessus. Moi, personnellement, je ne pense pas directement parce qu'en négociation, en fait, les prises de parole sont déjà planifiées à l'avance. Enfin, après, évidemment, il y a des débats qui s'enflamment et où c'est plus spontané. Mais en tout cas, au début, chacun prend la parole et lit le papier qui a été préparé. C'est pas spontané, en particulier pour les pays qui sont pas anglophones. Donc, qu'il y ait des observateurs ou non, de toute façon, leur prise de parole est préparée. Après, à part ça, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut. Ouais, si je me permets, pendant les négociations. Tu peux couper ton micro. Pendant les négociations, justement, ça a été assez étonnant pendant les intersessions. C'était quelque chose que je n'avais pas observé à la COP26, mais les constituantes des Nations Unies, donc les constituantes des jeunes ou de la recherche ou du genre ou des peuples indigènes et des communautés locales ont pris la parole au sein des négociations. Donc en fait, pour moi, ils impactent directement ces négociations dans le sens où ils apportent une parole supplémentaire qui souvent d'ailleurs va dans le sens des pays vulnérables et des pays en développement. Et ils ont, du coup, ça fait une voix de plus, c'est une force en plus, je trouve. Et ensuite, il y a beaucoup d'actions avec des manifestations où ils manifestent juste avant les négociations dans les couloirs. Tous les négociateurs passent à côté, les entendent. Et nous, on a déjà entendu la présidente qui en gros organise les intersessions faire un commentaire justement en disant on a entendu les manifestants, on a entendu la société civile, il faut qu'on finance plus les pertes dommages. Et donc, je pense que dans ce sens-là, il y a un vrai impact.
Et j'ai vu aussi, je ne sais pas si vous suivez les stories Instagram des agros à la COP, mais donc Patricia Espinosa, qui est aussi donc une des membres les plus importantes de ces négociations-là, qui a indiqué que les jeunes avaient des vraies forces, une vraie force pour impacter les négociations. Et les jeunes, ils sont là en tant qu'observateurs pour la plupart, donc à travers Youngo ou d'autres constituantes. Donc oui, je pense qu'en tant qu'observateur, on peut vraiment impacter les choses et qu'il y a une vraie question à se poser en tant que nous, étudiants à Groupe Paritech, comment on peut s'impliquer et comment on peut impacter ces décisions. Ta réponse est beaucoup plus positive que la mienne. Moi, je suis plus pessimiste. Je suis pas sûre que les observateurs qui prennent la parole vont vraiment faire changer d'avis derrière que ce soit les États-Unis ou l'Europe quand une décision a été prise. Mais j'espère que c'est toi qui as raison et que c'est moi qui ai tort. On avait peut-être la question de Nelly. Quelqu'un veut répondre? Les gars, peut-être? Ou je peux? Moi, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je sais pas si... En fait, donc là, ce que j'essaie d'expliquer un peu dans ma présentation, c'est qu'effectivement, donc les organes subsidiaires qui se réunissent pendant ces intercessions vont rédiger des accords qui seront ensuite mis à la consultation de la COP, CMA et CMP lors de la COP 27 en Égypte. Et donc, à l'issue, en tout cas, de chaque négociation plénière, etc., les co-facilitateurs rédigeaient des draft textes avec donc toutes les idées. C'est des sortes de comptes rendus, mais c'est plus un texte de décision avec les idées de chacun des pays, qui ensuite sont envoyés aux différents pays. Puis les pays les lisent, se concertent entre eux, donc l'Union européenne notamment se concerte avec les 27, font des commentaires et ensuite ils se réunissent à une négociation pour faire à nouveau des commentaires. Donc à la fin, en fait, on a un texte avec plein de mots entrecrochés qui sont les termes où ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord en négociation. Et donc ces textes-là ensuite seront envoyés au COP pour négociation. Et le but à la fin, c'est d'avoir un texte sans braquette. Le problème, c'est que souvent, quand il y a ces mots entrecrochés, on a tendance à ne pas réussir à se mettre d'accord dessus, à retirer les mots, et donc en fait le texte perd de sa substance, quoi. Donc en fait, on a idée qu'à la fin des intercessions, on a des textes qui sont plutôt ambitieux, mais qui sont au fur et à mesure vidés de leur substance. Donc le but, c'est vraiment d'avoir le moins possible de mots entrecrochés et de se mettre le plus d'accord en amont pendant ces intercessions. Et ensuite, oui, il y a des négociations qui se poursuivent en off. Alors il me semble qu'il y a une pré-COP qui va avoir lieu avant la COP en novembre. Mais pour le coup, c'est vraiment des négociations qui sont encore plus techniques que celles des intercessions et auxquelles les observateurs n'ont pas lieu, si je ne me trompe pas, enfin n'ont pas accès, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y a notamment toutes les discussions en interne de l'Union européenne où les 27 doivent se mettre d'accord pour présenter une position commune à la COP 27. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça répondait à la question. J'en profite pour faire une toute petite digression, enfin par rapport à ce que tu viens de dire, Anna. Mais enfin, je sais pas si vous savez, mais donc aux négociations, chaque pays parle en son nom et l'Union européenne parle toujours d'une seule voix. Enfin, en fait, j'ai l'impression de répéter ça en boucle dès qu'on me raconte, dès qu'on me demande comment sont parlées les COP, mais moi je trouve ça incroyable. La force justement de tous ces pays qui se mettent d'accord et ça c'est une négociatrice donc une ancienne d'AgroParisTech justement qui faisait partie de la délégation française et qui nous disait que même si avant quand l'Union européenne s'est mis d'accord sur des sujets tout le monde n'était pas d'accord, après quand l'Union européenne prend la parole il y aura toujours une seule voix et ça donne énormément de force à ce qu'elle dit. Et donc, dans les négociations, l'Union européenne est toujours assise à côté de la France parce que la France assure cette année la présidence, justement. Donc voilà, la France est représentée, mais en fait, on ne verra pas aux négociations une petite étiquette Allemagne, par exemple, ou Espagne. Voilà, il y aura toujours Union européenne et France à côté. Et l'un et l'autre parleront toujours en accord. Voilà. Moi, j'avais trouvé ça assez impressionnant, donc je vous partage ça parce que ça avait du sens avec ce que venait de dire Anna.
Mais d'ailleurs, ça me donne envie de réagir parce que donc j'ai eu une discussion à ce sujet-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire effectivement, ils portent leur voix à 27 et donc c'est assez, ils font gagner un temps fou en fait aux négociations parce que donc c'est une voix au lieu de 27. Mais c'est aussi parfois problématique pour l'Europe pour défendre ses intérêts parce que bah, justement, c'est qu'une seule voix. Donc dans la salle de négociation, c'est qu'une seule voix qu'on va entendre, alors que typiquement le groupe Afrique, ça va être donc en fait chaque pays africain qui a envie de soutenir une idée, de porter une idée, va dire la même idée en se présentant au nom du groupe Afrique. Donc en fait, ils peuvent être beaucoup plus impactants dans la négociation. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que comme ça a été un gros travail au niveau européen de se mettre d'accord sur une position, ils ont beaucoup moins de flexibilité. Et donc, si il y a quelque chose dans la négociation qui se passe qu'ils n'ont pas anticipé, ça va leur demander beaucoup plus de temps de se reconcerter tous ensemble pour pouvoir réagir et pour pouvoir proposer une nouvelle solution. Alors que les pays qui négocient en leur propre nom, c'est un peu plus simple pour eux de réagir, ils peuvent plus s'adapter et c'est un peu plus simple de... En plus, ils peuvent proposer souvent des solutions qui sont quand même plus compréhensibles, plus faciles à expliquer, alors que quand là, il y a déjà eu un processus de négociation où ils ont dû se mettre d'accord à 27, en fait, on arrive à un texte qui est assez figé et qui est vraiment difficile à modifier, quoi. Donc, je trouve que c'est à la fois une force, mais des fois, c'est un peu à nuancer, quoi. Des fois, ça peut être plutôt problématique. Je pense que ça dépend vachement des situations et des textes et des sujets. Mais c'est une vraie question. Surtout là, sous la présidence française de l'Union européenne, c'est assez intéressant parce que donc c'est la France qui, elle n'a pas le droit vraiment de se positionner, elle va plus coordonner les États membres. Et, et donc, elle est vraiment au milieu de cette question-là. Comment on fait pour porter un texte qui est suffisamment compréhensible, qui est suffisamment ambitieux, qui représente les avis des 27 États membres, et ensuite, avec une seule voix, on essaye de négocier et de porter ce texte-là, quoi. C'est pas évident. Il y avait la question de Morgane. Est-ce que vous voulez y répondre? Alors, avez-vous des exemples de groupes de pression connus qui sont présents? Il y a la société civile, mais je ne sais pas si on pourrait appeler ça des groupes de pression. En fait, toutes les associations de jeunes, il y a la même chose pour les associations environnementales, mais aussi pour la recherche. Pour ceux qu'on a le plus vu, la recherche, les entreprises aussi, et les associations qui travaillent sur les thématiques de genre. Donc ça, c'était pour la société civile. Et en intervention, moi, j'ai aussi vu l'OMS. Donc, il n'y a pas ces groupes souvent qui interviennent dans les négociations en tant qu'observateurs. Bon, comme le disait tout à l'heure Lorraine, ils ne sont pas non plus au même stade que s'exprimer s'il y a le temps pour qu'ils s'expriment. Ça, en tout cas, c'est pendant les négociations. Mais pendant les plénières aussi, par exemple, ils peuvent s'exprimer. Et tout à l'heure, donc, quand il y avait les moments d'échange avec la présidence de la COP27, donc avec l'Égypte, donc il y a eu une présentation, enfin, la présidence de la COP27 qui a un peu brassé du vent pendant 20 minutes. Et après, donc, en premier lieu, c'est les délégations nationales qui ont le droit de s'exprimer. Aucune n'a dit grand-chose de marquant, à part merci l'Égypte et on espère que ça va bien se passer, en gros. En revanche, ensuite, il y a Yongo qui s'est exprimé, il y a Women and Gender qui s'est exprimé, et les associations environnementales qui sont été beaucoup plus directes, beaucoup plus franches sur la nécessité de réelles ambitions. Donc forcément,
crois que des associations environnementales, c'était de penser aux gens plutôt que de continuer à sympathiser avec les pollueurs. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Et si... Ensuite, à proprement parler, il n'y a pas de groupe de pression, en tout cas ici, qui sont visibles dans le sens de lobby. On pourrait imaginer, je ne sais pas, le lobby de l'industrie gazière ou de l'industrie pétrolière. Il n'y a pas de lobby déclaré et connu, même entre guillemets, en tout cas pas à notre connaissance. J'imagine que c'est beaucoup plus le cas au niveau des... même Lorraine, vous avez des choses à apporter là-dessus, mais en tout cas, nous, on n'a pas vu de personnes qui faisaient pression, dans un sens non officiel, en fait. Ben, pour le coup, si, il y en a, mais je pense oui, comme tu dis, ils se présentent pas comme tels. Enfin, on les voit pas avec des banderoles ou des t-shirts arrêtez de financer les énergies fossiles. Mais par contre, moi, j'ai rencontré des lobbies dont le rôle est d'aller dans les négociations. Et ensuite, quand ils entendent un négociateur parler de tel ou tel sujet qui concerne leur sujet de lobbying, ils vont les contacter à la fin, leur donnent une adresse mail et essayent de les avoir au téléphone et de leur parler du sujet, quoi. C'est plus des discussions de couloir et une tentation d'influence ou en tout cas d'essayer d'aller alerter les négociateurs là-dessus, quoi. Je pense que les vrais groupes de pression, c'est les constituants des Nations Unies. Hein. C'est Yungo, Ringo, etc. Tu as vu ça ici aux intercessions, Anna, ou tu as vu ça Ouais, c'était une fille qui travaillait sur les sujets de méthanisation. Donc du coup, du méthane en général, des émissions de méthane. Donc c'était un sujet assez spécifique. Elle essayait vraiment de participer à toutes les négociations. Et dès qu'elle entendait ce sujet-là, elle allait parler parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui est peu connu des négociateurs. Donc elle, c'était vraiment plus pour les informer et ensuite essayer de pousser dans son sens, quoi. Donc elle a réussi à avoir les contacts de certains négociateurs. Après, voir si elle a réussi à vraiment pouvoir les appeler et avoir leur contact. Mais voilà, il y a beaucoup de lobby qui se fait de cette façon-là, je pense. Mais après, je pense une petite anecdote là, qu'on peut raconter pour conclure, ou pas d'ailleurs. C'est Lorraine, si tu veux raconter les relations entre l'Ukraine et la Russie dans une négociation internationale comme ça. Ouais. Moi, j'aurais deux anecdotes par rapport à tout ce qu'on avait dit avant. Juste par exemple pour vous montrer comment on négocie un texte. Moi, j'avais assisté à une négociation de juste 1 heure sur un texte et en fait, ils ont passé les 40 premières minutes à se demander s'ils allaient commencer par le paragraphe 1 ou par le paragraphe 8 pour approuver le texte. Et du coup, après, il restait que 20 minutes pour approuver le texte. Et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient le mettre à l'agenda de la prochaine COP parce qu'il n'y avait pas le temps. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un peu une idée de l'efficacité. Et sinon, ouais, les négociations. Un truc où il faut parler des parenthèses. Juste pour savoir si les parenthèses, c'était un truc qu'on avait le droit de mettre ou qu'on n'avait pas le droit de mettre, et à quel point c'était autorisé. Enfin, un truc entre le Kenya et les États-Unis, ça a duré 30 minutes. Des fois, c'est un peu lunaire comme truc. Ouais, c'est vaut mieux le prendre à la rigolade, je pense, parce que sinon c'est un peu déprimant, désespérant. Et sinon, non, les relations internationales, enfin, c'est vrai que nous, on se demandait comment ça allait se passer avec la Russie. Parce qu'évidemment la Russie et l'Ukraine étaient présents et en fait à la plénière d'ouverture, d'ailleurs si ça vous intéresse de regarder la vidéo, n'hésitez pas à regarder sur le compte Instagram Les Agros à la COP parce qu'on a tout mis, c'est dans les stories à la une. En fait, tous les pays ont pris position en disant bravo à l'Ukraine d'être là, on soutient l'Ukraine, enfin voilà, normal. Et donc la Russie a demandé la parole. Donc là, je pense que la co-chair a senti une goutte de sueur froide dans son dos et a parlé en russe, hein, pas en anglais. Donc a parlé en russe pour dire pour faire passer le message de propagande qui passe qui passe en Russie en utilisant des mots très forts comme dénazification ou autre. Voilà, je vais pas vous refaire le message de toute façon, j'imagine que vous le connaissez.
Et donc, ils trouvaient que c'était vraiment pas le lieu de la part des autres pays, que c'était vraiment déplacé d'afficher comme ça un soutien avec l'Ukraine, que c'était pas le lieu ni le rôle qu'on était là pour parler climat, et que finalement, si tout l'argent qu'ils mettaient dans les armes qu'ils envoyaient en Ukraine, ils le mettaient pour des fonds, que ce soit pour le fonds pour l'adaptation, ou enfin en tout cas pour des projets de développement durable, bah ça serait plus efficace. Et donc ensuite, la Russie a terminé de parler et l'Union européenne quand je dis l'Union européenne, le représentant de l'Union européenne s'est levé et a quitté la salle, donc suivi par la France, et il y a plein d'autres pays qui ont quitté la salle très rapidement. Donc voilà, et donc immédiatement après, la Chine a pris la parole en essayant sans dire grand-chose, on va dire qu'ils sont ni allés dans le sens de la Russie, ni ont totalement pris position, enfin voilà, la position habituelle de la Chine, on va dire. Mais la vidéo est assez, enfin en tout cas pour ceux qui étaient présents, c'était à la fois très, on va dire, c'est passionnant parce qu'en fait c'est vraiment le cœur de l'actualité et puis d'un côté c'est pas hyper rassurant quoi. Et c'est très fort de voir tous les pays après quitter la salle. Donc ça c'était pour l'anecdote. On avait une dernière question sérieuse dans le chat. Si je peux commencer sur cette question, je sais pas s'il y a vraiment une seule réponse, mais nous c'est un sujet qu'on s'est pas mal demandé avec Anna parce que justement dans les négociations, les pays qui sont anglophones sont en fait avantagés par rapport aux pays qui comprennent, enfin même s'il y a la traduction simultanée, déjà elle est pas dans toutes les langues. Et puis, voilà, forcément, les États-Unis, quand ils s'expriment, ils sont hyper à l'aise, ils parlent très vite, ils se soucient pas qu'ils soient compris, pas compris. Enfin, c'est leur langue natale, quoi. Et c'est vrai qu'à côté de ça, des petits pays qui n'ont pas l'anglais pour première langue, déjà c'est un travail supplémentaire de faire tout ce travail de traduction. Pour s'exprimer, c'est plus compliqué. Et en fait, on a assisté à des événements où justement il y avait une personne représentante d'un peuple indigène en Colombie qui a pris la parole en espagnol en disant je vais parler en espagnol. Voilà, parce que je comprends. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse pas que tout soit en anglais. Enfin, quand on y pense, c'est vrai que c'est pas très juste et forcément après tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité dans les négociations. Tout ça c'était plus pour la partie langue. Juste, Ouais. Lorraine, tu dis des petits pays, mais moi j'ai assisté à des négociations où tu as des pays comme le Japon qui sont quand même un petit pays, qui est un pays très important, où les négociateurs japonais avaient beaucoup de mal à comprendre et à s'exprimer en anglais. Et du coup, ça pose quand même un énorme problème d'avoir un pays tel que le Japon qui peut pas en fait participer à la négociation, quoi. Enfin, qui participe, mais où, quand il parle, personne ne comprend. Tout le monde se regarde comme ça parce que c'était un anglais très compliqué. Et c'est en plus d'être des petits pays, il y a aussi des gros pays qui ont ce genre de problème, quoi. C'est vraiment un vrai enjeu. Ouais, tout à fait. Quand je dis pays, petit pays, c'est tout à fait relatif. Et après, en amont, souvent un travail qui est fait par les pays, c'est de se mettre dans des groupes. Donc tout à l'heure, je parlais du groupe Afrique, mais des fois, il y a plein de pays qui se réunissent pour porter une voix à plusieurs et avoir beaucoup plus d'impact et pouvoir, c'est peut-être pas tellement anticiper les blocages, mais en tout cas porter leur position et la mettre en avant, quoi. Mais globalement, à une échelle, plus moi en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que quand même les négociateurs, souvent c'est ceux qui s'expriment le mieux en anglais, c'est ceux qui ont le plus de punch, qui savent vraiment comment s'y prendre, quoi. Je pense que c'est des gens qui sont très habitués aussi de ces négociations-là et donc voilà, en tout cas, de ce que j'avais vu typiquement à la COP26, les négociateurs de l'Arabie Saoudite et de l'Australie ou des États-Unis, c'était vraiment les négociateurs les plus impressionnants, quoi. Ils arrivaient en une phrase et toute la salle était bouche bée, enfin plus personne ne savait quoi dire, alors qu'à la fin on n'était même pas d'accord avec eux, mais juste c'est des gens qui sont faits pour ça, qui sont entraînés pour ça, quoi. Mais le souci, c'est que typiquement toute la société civile, les peuples indigènes, les communautés locales, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'avoir une force, quoi, dans ces négociations-là. Donc c'est vrai que là, ça rejoint un peu la question où des fois les observateurs, c'est plus difficile pour eux, quoi. Après, pour répondre à Crisip, aussi sur pas forcément le potentiel de blocage, mais sur le blocage réel.
Moi en tout cas, dans les négociations auxquelles j'ai assisté plusieurs fois, et je pense que vous aussi, mais vous me confirmerez, l'Arabie Saoudite souvent est pas d'accord et souvent supprimer plein de trucs un peu ambitieux sur le climat. Moi, ce que j'ai vu, la dernière fois, ils voulaient supprimer tout un paragraphe parce que ça les embêtait. Voilà. Et ils sont assez embêtants en termes de négociation. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment, les autres. Et moi aussi, j'ai vu ça avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Je sais pas que c'est les seuls, mais c'est vrai. Là, on a des questions bizarres qui nous arrivent. C'est Crisip qui mentionnait qu'il s'appelait Renault. Ouais, mais on a Il pas y a de... une question, de Renaud qui demande la durée des négociations en général. Et le volume des textes étudiés par rapport à ceux-ci. C'est une question sérieuse pour une fin de live. Ok, elle s'est pas affichée sur le... Je sais pas pourquoi. C'est quoi la question du coup? La durée des négociations. Du coup, la durée des négociations, ça dépend vachement. J'ai pas trop de réponse globale. Donc, typiquement, aux intercessions, il y avait des dialogues qui duraient 3 heures, où là, ça restait des négociations, mais c'était plus sur des sujets de compréhension, de définition, etc. Et ensuite, sur les négociations de texte en tant que tel, où on présente au tableau un draft texte et les pays font leurs commentaires les uns à la suite des autres, demandent de mettre telle partie entre crochets, demandent d'ajouter telle partie à une virgule, un point, des trucs comme ça. Ça, c'était des négociations qui duraient plus autour d'1 heure. Et à la COP26, les négociations étaient fermées aux observateurs. Donc, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'était aussi des négociations plus courtes. Donc ça dépend en fait de à quel stade on en est de la négo. Et ouais, globalement, c'est ça. Et c'est quoi l'autre? Le volume des textes étudiés par rapport à ceci. Ah En fait, souvent, les textes étudiés, ils sont signés à la fin, mais juste, ils sont vidés de leur substance s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais globalement, quand les co-facilitateurs ou quand la présidence où là, les organes subsidiaires portent un sujet, ensuite, il sera forcément traité parce que c'est des accords. Typiquement, c'est la mise en place de tel accord de Paris ou de l'accord de Glasgow. Donc, c'est des choses qui ont déjà été négociées. Donc, ça va toujours être signé à la fin, mais plus ou moins ambitieux, quoi. C'est ça la question. Après, quand on est dans une salle de négociation, le texte qui est négocié, c'est 1 ou 2 pages. C'est pas... faut pas s'imaginer qu'on est en train de négocier des textes de plusieurs dizaines de pages. Des fois, c'est que 3 paragraphes. Des fois, il y a même une demi-page et ça peut passer... ils peuvent passer 1 heure sur la première phrase à vouloir changer presque une virgule. Aujourd'hui, j'ai vu un truc où les États-Unis voulaient mettre the devant quelque chose parce que ça définissait le... C'était, on voulait enlever the devant carbon budget, ils voulaient mettre carbon budget au lieu de the carbon budget. Enfin bref, ça peut durer des heures, quoi, sur des tout petites choses. Alors, peut-être une dernière question qui était sur le chat. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'agros, quelle que soit leur école d'origine, impliqués dans ces intercessions, qu'elles soient ces agros soient dans les ONG ou dans les organismes gouvernementaux? Alors, on a... du coup... Alors, est-ce qu'il n'y a que des Sciences Po et que dans ces sessions? Donc, il y a une association qui s'appelle IAAS, et je suis désolée, je me souviens plus ce que veut dire le sigle. Donc, vous pouvez taper IAAS sur Internet, qui est une association qui regroupe les jeunes agronomes, donc des universités ou des écoles du monde, donc qui est une association internationale et qui vise à impliquer les jeunes, à engager les jeunes dans les sujets climatiques reliés à l'agriculture, et donc ils sont présents au COP. Donc, ils étaient notamment dans les side events, pas tellement dans les négociations. Après, j'ai pas rencontré d'autres agros de cette façon, d'une autre façon. Je sais que l'année dernière, à la COP26, on avait aussi rencontré des agros grâce à Yungo, et on avait d'ailleurs organisé une petite action contre le gaspillage alimentaire dans la COP.
mais pas d'autres agros français. Mais enfin voilà, ils sont quand même là, ils sont parmi les étudiants. C'est pas les groupes les plus présents, c'est pas ceux qu'on voit le plus. C'est vrai que les étudiants qu'on a pu rencontrer, c'était plus, je pense, des Sciences Po. Et parmi les négociateurs, j'ai pas rencontré ouais, non. Enfin, si, car on a rencontré quand même une ancienne de l'école. Deux anciennes de l'école. Deux anciennes de l'école. Mais une dans la délégation française et l'autre dans la délégation chilienne. Ça, c'était drôle. Mais sinon, il n'y a pas que des Sciences Po non plus, il y en a, mais il y a pas mal d'ingénieurs aussi. Par exemple, il y a les ingénieurs, les étudiants de Centrale Supélec qui, comme AgroParisTech, envoient une petite délégation et qui seront aussi présents à la COP. Donc voilà, il y a un peu de tout, c'est assez varié. Ça reste très prestigieux. Prestigieux, entre guillemets. Ah oui. Et il y a aussi des étudiants qui sont pas déscolarisés, mais moi j'ai parlé avec des étudiants qui justement étaient complètement perdus dans leurs études et avaient fait une pause dans leurs études pour s'engager sur des sujets qui leur tenaient à cœur. Bon, il y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même. Et juste pour préciser, les agros qui sont dans... Enfin, c'est pas les négociateurs souvent, mais c'est les membres de la délégation française qui accompagnent les négociateurs. Si, juste pour préciser. Bon, il est 56, c'est vrai qu'il y avait la petite question de Camille, juste en 2 minutes avant de remercier tout le monde. Oui, comment se déroule une négociation je sais pas si quelqu'un veut expliquer. On en a un peu déjà parlé, du coup, ces histoires de texte. Vas-y, si vous voulez. Il y a, du coup, il y a un texte sur un texte de base et sa session. Pendant une session, chaque négociateur qui veut prendre la parole peut prendre la parole et aura le temps de s'exprimer. Ils sont très polis entre eux d'ailleurs quand ils prennent la parole. Ils disent, merci, je sais pas, le Kenya pour votre point de vue. Merci, monsieur le co-facilitateur. Enfin, voilà. Il y a des co-facilitateurs qui sont là pour orienter les discussions. Et donc, dès qu'il y a une demande d'un pays négociateur d'une quelconque altération du texte, elle est écrite. Et ensuite, ce qui se passe souvent, c'est qu'entre les différentes sessions de négociation, les pays peuvent échanger entre eux directement de façon plus informelle, peut-être pour trouver les propositions de texte fonctionnent au consensus. Et tout à l'heure, j'étais à quelque chose sur une négociation sur Gender and Climate Change. Et ils avaient énormément avancé sur le texte. Et en apparence, tout le monde devait être d'accord. Et finalement, ils n'étaient pas d'accord. Et ils voulaient notamment, certains pays voulaient supprimer des paragraphes. Et tant qu'il n'y a pas de consensus, le texte ne pouvait pas être conservé tel quel pour être proposé, même pas pour être appliqué, c'était pour être proposé comme base de travail à la COP. Donc parfois, c'est un peu frustrant à regarder parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Mais concrètement, il y a le texte qui va être affiché sur un grand écran. Il y a le co-facilitateur qui va dire qui veut parler. Il y a un pays qui va mettre son étiquette de travers pour dire moi je veux parler. Il va dire allez, Inde, allez-y. L'Inde va dire moi je suis pas d'accord, ça il faudrait le supprimer. Le co-facilitateur va dire ok, donc le truc est barré sur le grand écran. Si ça va, tout le monde, il fait en gros, c'est bon, c'est accepté et on passe au paragraphe suivant. Et la plupart du temps, il y a ok, États-Unis, allez-y. Et puis les États-Unis vont dire nous, on n'est pas d'accord, il faudrait qu'on change ça. Donc on le change. Ils disent que ça va à tout le monde. Et puis il y a l'Inde qui va redire non, moi je suis pas d'accord. Et ça fait des allers-retours comme ça. Et puis tout à coup, il y a un autre pays, la Gambie, qui va dire un autre truc. Et donc ça peut durer assez longtemps comme ça. Et en fait, des fois, ils disent là, on n'a plus le temps, on va passer au paragraphe d'après. Et ce paragraphe-là, on verra plus tard, en gros. Et donc, on le met entre crochets. C'est ça, le fameux crochet. Et ils en parlent plus tard, ils en parlent un peu de façon informelle, et la fois d'après, ils essaient d'avancer un peu plus dessus.
Bon, je pense qu'on va arriver au bout de ce live. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, choses à dire, les autres. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous voulez voir la vie de tous les jours aux intercessions. On le fait de manière humoristique, mais on donne quand même aussi pas mal d'informations. Donc en ce moment, le compte Instagram est dans les mains de Martin et Romain et ils sont vraiment excellents. Moi, je les trouve meilleurs que nous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et on espère pouvoir faire une saison d'échange avec les alumni et aussi avec les étudiants, sans doute en amont de la COP et avec un peu de chance en présentiel, donc sans doute à Palaiseau. Mais vous serez tenus au courant. Octobre. Sans doute, ouais. Merci à toutes, merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.